c'est bon là. Allez-y, lâchez-vous quand vous parlez. Oui, c'est bon. Très bien, c'est bon. Allez. Cari amici di Parola Libre, la radio indépendante do País de Sarthe, radio bilingue, avem le plaisir de recevoir Madame Martine Arrigo-Schwartz, qui est bien connue dans le País de Sarthe. Alors je vais continuer en français, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de posséder notre langue, mais c'est une femme dont j'aime beaucoup les écrits, parce que j'ai lu pas mal de ses livres, et qui a beaucoup écrit sur notre pays niçois. Donc je vous citerai pour mémoire les livres qu'elle a fait sur les chasseurs alpins, qui sont des références. Et là aujourd'hui nous allons parler de son dernier livre, Promenade des Anglais, l'histoire d'un mythe. Alors Martine Arrigo-Schwartz, bonjour, merci d'être venue sur Radio Parola Libre. Merci à vous. La Promenade des Anglais, il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits dessus. Et là, comment abordez-vous le sujet de la promenade? Alors, j'aborde le sujet de la promenade, non pas sur son aspect historique, mais plutôt sur l'imagerie très abondante que la promenade a suscité depuis plus d'un siècle, aussi bien par des gens de lettres que par des peintres, et avec une évolution dans le temps, de la part des gens de lettres comme de la part des peintres. On arrive aussi dans mon livre à présenter ce que j'appelle les oubliés de la promenade, en particulier les Niçois, puisque malheureusement pendant près de 100 ans, ils n'ont pas fait partie intégrante de cette promenade, qui a été toujours la vitrine de Nice, ville blanche, de Nice, ville faite pour les touristes aisés de la villégiature hivernale. Ils se sont réappropriés assez tardivement la promenade dans les années 50, au moment où le mythe commençait à s'essouffler. Oui, alors c'est vrai ce que vous dites, les Niçois, la promenade n'était pas vraiment leur terrain de prédilection, puisque d'ailleurs, je le rappelle, au début, les Niçois avaient appelé ça le Camino des Anglais, c'est-à-dire c'était pas les estivants, mais les hivernants plutôt, qui venaient passer l'hiver ici et qui se promenaient au bord de mer, alors que le Niçois n'est pas un homme de mer, c'est un homme de montagne. Alors ça c'est tout à fait vrai, moi qui suis niçoise de la vallée de la Vésubie, je pense que les Niçois sont des gens de la montagne et qu'ils ont tendance un peu à tourner le dos à la mer, ce qui n'est pas leur tasse de thé, et on sait bien que la coutume elle se pêche tout près et que les Niçois ne sont pas de grands navigateurs. C'est vrai, nous n'avons pas de grands navigateurs, il y a quelques exceptions certes dans notre histoire, mais je cite souvent un auteur qui venait du sud-ouest et qui a bien défini les Niçois lors d'une conférence. Il avait dit c'est montagnard face à la mer. Tout à fait. Voilà. Donc la promenade en effet, d'ailleurs je rappelle, vous coupez si je me trompe, que le bout de la promenade d'ailleurs était impraticable parce qu'à partir des États-Unis c'était des marécages. On appelle ça l'Ukraha ou Calupé-Rosois. Et ça plus tard que ça a été aménagé. Donc les Niçois se sont rappropriés plus tard, difficilement parce que quand on a commencé à bétonner après l'annexion, on a carrément saturé d'hôtels, de casinos, etc. Et les Niçois ne servaient qu'à personnel de service. Alors on s'en rend bien compte que dans le très beau film muet de Jean Vigo qui date de 1929, propos documentés sur la ville de Nice, et qui montre très bien dans des plans successifs, par exemple les femmes niçoises habillées avec des capelines en train de cueillir les œillets dans les champs, et ces mêmes fleurs serviront ensuite de belles dames avec des ombrelles installées dans des calèches et qui feront les batailles de fleurs du point d'or qui constitue pour la villégiature hivernale le fête du carnaval. Là aussi, le carnaval, il n'était pas fait pour les Niçois, il était fait pour la villégiature. Oui, c'est ça, c'est que les municipalités se les sont appropriés, et encore plus maintenant, c'est des spectacles dont les Niçois sont privés. Dans les quartiers, c'était une habitude de se moquer des grands, comme la tradition des marionnettes d'ailleurs, oui, on se moquait des grands. Mais je veux citer encore un de vos livres, vous voyez que je les lis, hein, parce qu'on parlait du petit personnel dans les hôtels, et je dois citer cette anecdote dans un de vos livres où dans les tranchées, un niçois se retrouve face à un Allemand qui lui parle en niçois. Et il avait appris le niçois venant travailler dans les hôtels où le petit peuple de Nice parlait nissarte. Et finalement, ils se sont retrouvés face à face. Et ben, ils n'ont pas pu se tirer dessus parce que tous les deux parlaient nissart. C'est une belle anecdote que raconte Francis Diag et qui est vraiment savoureuse. Oui, je trouve savoureuse et tout à fait symptomatique de l'esprit nissart. Quand il dit il faut me changer, je ne tirerai jamais sur un Allemand qui parle niçois.
Et c'est un peu la même chose quand les Niçois, qu'ils soient chasseurs alpins ou autres, rencontraient des piémontais sur la frontière. Il n'y avait pas de notion de frontière. Non. On était tout à fait, on passait d'un côté à l'autre parce qu'il y avait des siècles d'histoire commune. Il y a même un petit roman amusant qui a été publié au début du XXe siècle qui raconte, avant la guerre de 14, une anecdote d'un pique-nique organisé sur la frontière, dans les montagnes, entre les alpiniers et les chasseurs alpins. Alors je vais vous dire une chose, c'est dommage que je ne vous ai pas rencontré avant que vous écriviez vos bouquins. J'ai rencontré quelqu'un qui avait des chasseurs alpins dans sa famille et qui m'a dit qu'ils se prévenaient entre eux. C'est-à-dire que les officiers venaient de Rome ou de Paris, mais les hommes de troupe étaient soit des gens des montagnes d'ici, soit des piémontais de l'autre côté. Et alors quand les officiers de Rome disaient pendant 3 jours sur la ligne de crête il faut tirer, les alpines ils venaient prévenir les chasseurs alpins en disant ne passez pas pendant 3 jours, on a ordre de tirer sur les crêtes. Ils étaient avant tout des montagnards qui avaient une histoire commune, et en particulier une histoire religieuse commune qui s'illustre très bien avec le site de la Madone de Fenestre. Voilà. Vous qui êtes de San Martin de Lantusca, qu'on appelle aujourd'hui San Martin del Zubi, connaissez bien ce peuple de montagne, les échanges qu'il y avait, tout ce qui s'est passé dans ces montagnes. Alors les gens de la montagne traversaient de manière verticale, de part en part la montagne, ils ne descendaient pas à la mer. Et même mon arrière-grand-mère, elle avait quasiment jamais vu la mer depuis son village de Saint-Martin. En fait, ces gens se rencontraient entre eux et ils avaient une grande complicité dans leur mœurs et dans leur habitude de vie. Alors voilà, on a parlé du dernier livre de Martine Arrigo-Schwartz, qui fait partie de la famille de Bédésange, parce que les auteurs chez Bédésange, c'est la famille. La plupart sont des Lissartes. Je peux citer, tiens, on parlait de Saint-Martin-les-Ubis, le merveilleux livre La Madone de notre ami Arborion, pas Grégorio, notre ami, je me rappelle plus comme c'est soit. Enfin, un très beau il y en livre. a eu Les plusieurs. anges de la Madone. Ah, parce qu'il y a eu plusieurs Parce ouvrages que vous sur parlez la de Madone passage, de justement, Fenestre. voilà. Donc, parmi tous ces livres de B. des Anges, je vous demande de vous procurer ce livre, qui est une histoire particulière de la promenade, vue par quelqu'un du pays, qui montre bien qu'on a eu du mal à se réapproprier notre territoire. Tout à fait. Martine Arrigo-Schwartz, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et à l'occasion de vous revoir sur Radio Parole. À s'y réveiller. À s'y réveiller. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più viei Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna,